Alors je vais vous parler aujourd'hui d'un auteur à la réputation un peu sulfureuse qui est Maurice Barrès, et je vais mettre l'accent sur son roman Les Déracinés, publié en 1897, qui est le premier volume du triptyque intitulé Le roman de l'énergie nationale. Alors, dans ce roman, Barrès retrace l'itinéraire d'un groupe de jeunes Lorrains au lycée de Nancy qui prépare le baccalauréat de philosophie pendant l'année 1879-1880. Signalons qu'il y a un aspect autobiographique qui est très fort, puisque Barrès a lui-même été élève de terminale, enfin de philosophie, au lycée de Nancy en cette année 1879-1880. Il a été l'élève du célèbre professeur d'obédience kantienne Burdeau, puis de Lagneau, qui sont les modèles de Bouteiller, qui est le professeur qui apparaît dans le roman. Alors, publié en pleine affaire Dreyfus, Les Déracinés exposent les éléments clés de ce qu'on pourrait appeler le national-populisme barrésien qui se constitue à cette époque. J'en rappelle les éléments clés: organicisme, culte de la terre et des morts, antisémitisme, critique du modèle centralisateur et de la conception dite politique de la nation constituée autour de valeurs universelles. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le national-populisme de Barrès qui va nous préoccuper, encore qu'il constitue, comme nous le verrons, la toile de fond des considérations qui vont suivre. Le chapitre premier, qui s'intitule « Le lycée de Nancy », constitue la matrice du roman, se déroule pendant une année qui est, je l'ai dit, 1879-1880, qui est une année charnière à plusieurs titres. Tout d'abord, c'est l'année pendant laquelle est discutée la loi Camille-C, qui sera adoptée en décembre 1880, c'est la loi qui ouvre l'enseignement secondaire aux filles avec de fortes limitations. Pas d'enseignement des langues anciennes, ni de la philosophie, donc pas d'accès au baccalauréat, qui lui-même conditionne l'accès à de nombreux emplois d'État. Je rappelle que le bac a été créé par un décret de Napoléon en 1808. 1880, c'est aussi la date à laquelle le Conseil supérieur de l'instruction publique adopte le nouveau programme pour l'enseignement de la philosophie, en introduisant l'économie politique et en renforçant la morale, l'enseignement de la morale, dans un sens marqué par le rationalisme et le positivisme, et qui se propose explicitement d'inculquer les valeurs républicaines. Le roman de Barrès porte une condamnation du formatage opéré sur la jeunesse par l'idéologie républicaine, dont l'universalisme, dit-il, déracine et détruit l'énergie nationale. Je renvoie au titre de la trilogie. L'enseignement de la philosophie, qui est le couronnement du système éducatif français, qui, jusqu'en 1924, sera réservé aux garçons, lorsque l'unification des programmes ouvrira aux filles l'enseignement de la philo et donc l'accès au bac, est explicitement visé par Barrès à travers le personnage de Bouteiller, le maître à penser kantien, qui figure le mauvais génie du groupe d'adolescents exposés à son influence. Nous avons dans le roman un portrait à charge du lycée napoléonien, l'institution où se construit la citoyenneté, réalité et valeur exclusivement viriles à l'époque, mais c'est un portrait à charge qui n'est pas, nous le verrons, dénué d'ambivalence. Et enfin, et ce n'est pas anodin, cette année 1879-1880 marque un tournant décisif dans l'instauration de la République. Après la démission forcée de MacMahon en janvier 1879, Jules Grévy est le premier président élu selon les lois constitutionnelles de 1875, et l'avènement de la République trouve sa consécration symbolique en 1880 avec le choix du 14 juillet comme fête nationale. Dans un premier temps, nous allons voir comment Barrès décrit le lycée. Le lycée de Nancy est par ailleurs un excellent établissement de province où des gloires de l'enseignement de la Troisième République, comme l'historien Lavis, le philosophe Lacan, les kantiens déjà cités Lagneau et Burdeau, ont enseigné avant de poursuivre leur carrière, selon la trajectoire exemplaire à l'époque, dans les lycées parisiens, puis à l'université ou au sommet de la hiérarchie du ministère de l'Instruction publique. Alors, le lycée, décrit par Barrès, c'est avant tout le lieu clos de l'entre-soi masculin. Je cite des expressions récurrentes dans le roman: écurie, quartier, caserne, couvent, cellule, prison, où le troupeau de jeunes mâles reclus, c'est une expression récurrente, fait l'apprentissage au roulement du tambour des règles de la sociabilité virile. Donc une discipline stricte
une soumission à une hiérarchie qui assigne à chacun un statut au sein d'un ensemble de relations de domination, les élèves par rapport à l'administration et aux professeurs, mais aussi les faibles par rapport aux forts. Ajoutons à cela la promiscuité, le refoulement de la sensibilité qui est condamné au nom de l'idéal viril, le culte de la compétition que tempère la valorisation de la bonne camaraderie qui interdit par exemple la délation et qui nourrit une forme de ce que Barrès appelle une solidarité d'esclaves. Le topos du lycée impitoyable à l'enfant sensible arraché au giron familial pour faire l'apprentissage des savoirs ainsi que des codes de conduite n'est évidemment pas nouveau. Vallès ou Daudet, par exemple, ont donné des illustrations très connues de ce qu'Alain Corbin, dans son introduction à l'histoire de la virilité, appelle les fissures et les désarrois de l'entre-soi masculin délimité par l'espace du collège. Alors, à titre de rappel historique, je précise que sur 39 millions de Français en 1880, nous avons 7000 bacheliers, soit 1% d'une génération. Alors, c'est dans l'insistance apportée à deux thèmes qui sont indissociablement liés que réside, me semble-t-il, l'originalité de Barrès. Tout d'abord, le caractère déracinant de l'entre-soi masculin, qui est une forme de société constituée, selon lui, selon des principes artificiels. Et en second lieu, le formatage des esprits par l'enseignement de la philosophie, privilège et bastion masculin. Alors, premier point, l'entre-soi masculin, qui est le principe d'organisation de l'enseignement secondaire. Je rappelle que la mixité dans les lycées est introduite en 1959, elle est généralisée au cours des années 1960 et elle est rendue obligatoire par la loi Haby de 1975. Les adolescents, dit Barrès, dans leur diversité de caractères, d'appétences, de circonstances familiales, sont arrachés au nom d'une prétendue rationalité aux solidarités organiques qui sont ancrées dans le réel et inscrites dans le temps long de la famille, du voisinage et du terroir. Cette clôture monacale, selon l'expression de Barrès, inculque une vision décharnée du groupe d'appartenance en privant les adolescents du contact quotidien avec les générations précédentes, qui sont les maillons essentiels de la transmission, mais aussi de présence féminine, point sur lequel Barrès insiste. À défaut donc de fréquenter des jeunes filles bien réelles, avec lesquelles pourraient se construire, dit Barrès, des rapports de camaraderie. Alors il cite l'exemple des jeunes Anglaises, des jeunes Allemandes, qui jouent au tennis avec les garçons, qui les fréquentent sur une base quotidienne. Ces pauvres enfants, dit-il, en sont réduits à construire une image essentialisée de la femme, qui est définie évidemment par son sexe, objet de fascination et d'obsession obscène. Contre-exemple, l'influence bienfaisante de l'éducation reçue avant le lycée par deux des héros du roman, les jeunes Saint-Flin et Stural, qui ont été élevés par leur grand-mère ou leur grand-tante. Alors, l'âge et le sexe sont évidemment significatifs. Alors, Saint-Flin, par exemple, avant d'intégrer la classe de rhétorique, c'est-à-dire la première au lycée de Nancy, a été élevé à la campagne par un précepteur et par sa grand-mère qui, dit Barrès, gère le patrimoine familial en femme de tête, soucieuse de préparer son petit-fils à une vie honorable et utile. Les femmes incarnent ainsi, dans cette vision, les forces vives du peuple au sens barrésien, c'est-à-dire, le peuple au sens barrésien, une communauté enracinée dans un terroir, attachée instinctivement, j'insiste sur la notion d'instinct, à la petite patrie des provinces qui nourrit l'amour de la grande patrie par l'élargissement de la famille à la cité, à la province, à la nation. Une conception du peuple à l'opposé du modèle unitaire républicain qui est fondé sur des principes choisis et la résorption des diversités. Barrès souligne que la grand-mère juge sainement, j'attire votre attention sur sainement, et qu'elle a étudié les intérêts de ce terroir mieux qu'un philosophe nomade. J'attire aussi votre attention sur le nomade qui renvoie bien sûr à la dénonciation du cosmopolitisme. Les résonances politiques et idéologiques sont ici évidentes. Alors, rien d'étonnant à l'antipathie instinctive que témoigne à la grand-mère le professeur Bouteiller qui réserve, là encore significativement, ses politesses à un conseiller municipal juif. L'antisémitisme n'est jamais très loin dans les écrits de Barrès.
Alors, gardiennes de l'esprit de la petite patrie, source d'éducation et de vie, les femmes assurent donc la transmission naturelle des mœurs anciennes de la province et de la race, au sens du XIXe siècle. Ainsi, la grand-mère de Sturel, qui est une autre femme de tête, trouve que le collège ne sert à rien. Ou encore les grands-tantes, veuves du garçon, qui incarnent l'art de vivre hérité des générations passées dans le souci de la continuité de la transmission. Par ses bonnes parentes, je cite, il prend contact avec la province, avec sa race, avec un genre de vie qui devrait seul lui paraître naturel. Grand lecteur de Michelet, Barrès en a retenu la distinction entre la culture intellectuelle, désincarnée, technicienne, virile, et la culture populaire, inconsciente, vitale, féminine, qui porte en elle l'âme du peuple. Mais sa vision organiciste se démarque nettement de celle de Michelet, lequel exalte la résorption des différences provinciales et locales au sein du grand tout que figure Paris, qui est la force aspirante qui boit la vie brute des provinces et la transfigure en point de convergence et de fusion où s'affirme la réalité de la patrie. Bon, ça c'est le mythe du grand tout, de l'unité qui est centrale chez Michelet et dont se démarque Barrès. Dans Les Déracinés, l'anéantissement des types régionaux dans le gouffre parisien ne crée que des métisses, selon l'expression de Barrès, isolés de leur groupe de naissance et dressés à concourir entre eux. La mêlée compétitive qui définit la fabrique du mal est le résultat d'un individualisme, au sens sociologique de Tocqueville, qui, desserrant les liens organiques et les solidarités générationnelles, conduit à la dissociation et la décérébration, qui sont les termes barrésiens de ce que nous appellerions l'atomisation et l'anomie. Deuxième point que je souhaite aborder, c'est le fait que la clôture des jeunes mâles dans le lycée est liée pour Barrès à la dénonciation de la philosophie enseignée par l'institution, et philosophie qui est effectivement à l'époque très souvent inspirée par le kantisme, qui entre autres a pour Barrès le grand tort d'être un principe venu de l'étranger, d'outre-Rhin évidemment. Alors, les sociologues de l'éducation, comme Jean-Louis Fabiani, Bruno Pousset, Guillaume Verne, etc., ont montré comment la philosophie, qui est le couronnement de l'éducation à la française, a été à cette époque érigée dans les instructions ministérielles, les rapports pédagogiques, les rapports d'inspection, la pratique pédagogique, en instrument privilégié de la formation d'esprit viril. Je cite ces textes officiels, c'est le terme qui revient de manière récurrente, et un esprit viril, c'est un esprit, là encore, je cite, apte à la réflexion personnelle et l'exercice des devoirs patriotiques. Alors, je ne reviendrai pas ici sur l'histoire de l'enseignement de la philosophie, dont on sait qu'il a été soumis aux aléas des changements de régime tout au cours du XIXe siècle. Les philosophes administrateurs, figures typiques de la Troisième République, ont joué un rôle déterminant dans l'installation du régime républicain au cours des 2 décennies centrales, 1870-1890. Ces philosophes, qui ont souvent été marqués par l'exil sous le Second Empire, souvent des traducteurs et des interprètes de Kant, comme par exemple Jules Barny ou Renouvier, ont contribué de manière décisive au sommet de la hiérarchie ministérielle à la mise en place des lois Ferry sur l'instruction gratuite, obligatoire et laïque, mais aussi à l'élaboration, la conceptualisation du principe de laïcité, qui est un principe d'inspiration néo-kantienne. Ce qui doit ici retenir notre attention, c'est le fait que l'enseignement de la philosophie, dont on voit qu'il a été convoqué pour définir et légitimer l'ordre pédagogique et pour déterminer les fins de l'instruction, que cet enseignement de la philosophie, réservé aux garçons jusqu'en 1924, inscrit une hiérarchie des disciplines dans la configuration scolaire. Couronnement de la seule scolarité secondaire, matière principale du prestigieux baccalauréat, il est conçu comme la mise en application de l'autonomie intellectuelle, de la capacité à s'approprier des textes pour élaborer une réflexion personnelle. Mais, on le voit, l'enseignement de la philosophie est, en dépit des proclamations officielles de neutralité, doté d'un fort contenu dogmatique et idéologique. Et sur fond de guerre scolaire, il s'est avéré indispensable de légitimer l'école sans Dieu, entre guillemets, en montrant à ses adversaires qu'elle était fondée sur une morale et que la République n'était pas la gueuse pourfendue par ses adversaires.
Et dans ce contexte, l'éducation est devenue le territoire par excellence de l'intervention sociale du philosophe. Pour citer Guillaume Verne, si l'instituteur est le curé de la République, le professeur de philosophie en est l'évêque. Alors, Barrès a pleinement conscience de tout cela. Ces représentations s'appuient sur des faits historiques et sociologiques précis dont je viens de résumer l'essentiel. Premièrement, le caractère extraordinaire du professeur de philo qui joue, pour les garçons, nécessairement le rôle d'initiateur et de passeur qui accompagne l'élève sur la voie d'une révélation intellectuelle. Deuxièmement, l'importance de la philosophie de Kant dans ce qui constitue un véritable moment kantien de la pensée française consécutif à la défaite de 1870. De même, Barrès insiste sur la fonction sociale du bac qui est devenue la condition d'accès aux emplois d'État et il souligne enfin l'importance accrue dans le contexte de la défaite de 70 et de la fondation républicaine des questions de morale civile, civique et sociale. Toutefois, ce constat factuel débouche dans Les Déracinés sur une interprétation polémique du système éducatif qui en rejette les principes fondateurs. À travers les parcours biographiques du groupe d'adolescents réunis au lycée de Nancy en 1879, Les Déracinés, ainsi que les deux autres volets du roman de l'énergie nationale, se présentent comme un roman de formation, auquel le terme allemand de Bildungsroman rend mieux justice. Barrès donne en effet au terme de formation, qui est récurrent dans la trilogie, un sens très proche du sens allemand de Bildung, qui est une édification autant qu'une éducation. C'est un concept intraduisible qui est lié à celui de Kultur. Je renvoie aux travaux de Elias ou de Louis Dumont. Il exprime une conception organiciste qui insiste sur la nécessité pour les organismes vivants, dont la communauté nationale, le peuple, de se développer selon leurs lois propres, irréductibles à toute norme imposée de l'intérieur et d'en haut. Et c'est là où, pour Barrès, se situe la ligne de démarcation entre les fronts ennemis. L'influence de Bouteiller, dont il est répété qu'il est un ami personnel de Gambetta, père fondateur de la Troisième République, est d'autant plus décisive qu'elle intervient à un moment clé de l'adolescence, la charnière entre l'enfance et l'âge adulte, donc particulièrement vulnérable. Pour citer Barrès, « Bien qu'en eux une force d'homme soit prête à éclater, ils demeurent par le geste et le vocabulaire des enfants. » Autre facteur qui explique leur réceptivité à l'enseignement pernicieux de Bouteiller, le désarroi d'une génération qui n'a connu que la défaite, particulièrement douloureuse pour des Lorrains, et les conflits politiques entre républicains et monarchistes, et enfin leur ancrage provincial, la longue hérédité campagnarde, dit-il, qui nourrit une naïveté plus avide. En mettant à profit son charisme personnel, Bouteiller va s'appliquer à mettre en pratique le déracinement qui s'opère sous les prétendus idéaux de l'éducation républicaine. Sous couvert de former des hommes et des citoyens, le professeur les modèle en les détachant du sol et du groupe social où tout les relie pour les placer hors de leurs préjugés dans la raison abstraite. C'est une citation, comme vous l'avez deviné. Je continue. La citation. Sergent instructeur qui communique à des recrues la théorie réglée en haut lieu, il transfère sur ses élèves les principes qui guident son existence, l'absence d'ancrage terrien, l'adhésion à des valeurs à visée universaliste, c'est-à-dire, selon Barrès, déconnectées des communautés historiques singulières. Le déracinement opéré par le vase clos du lycée, qui crée une communauté artificielle réduite à un espace contrôlé où les relations quotidiennes entre les sexes et les générations sont impossibles, prépare le terrain où s'inculque une idéologie dont Barrès dénonce les effets mortifères. Le système éducatif, insiste-t-il, n'est qu'un puissant instrument d'État pour décorer l'ordre établi et enseigner le dévouement à tous les régimes en place. L'opportunisme carriériste de Bouteiller, qui en pleine année scolaire annonce à ses élèves qu'il les quitte, appelés à de brillantes fonctions au sein du ministère obtenues grâce à ses appuis politiques, dément de manière flagrante l'idéal désintéressé d'émancipation que l'enseignement de la philosophie est censé véhiculer.
Et Bouteiller insiste aussi sur sa conviction que l'enseignement obligatoire de la philosophie est destiné à inculquer un corpus de valeurs légitimant la République et assurant l'unité nationale, selon la conception dite à la Renan de la nation France, constituée autour de principes. Conception aux antipodes du nationalisme barrésien qui se définit selon la célèbre formule « nationalisme, c'est l'acceptation d'un déterminisme ». En résumé, Bouteiller va hausser ses enfants admiratifs au-dessus des passions de leur race, jusqu'à la raison, jusqu'à l'humanité, dans une vision kantienne d'une morale universelle. Au passage, vous constatez que l'hostilité envers la pensée de Kant est un motif récurrent chez les représentants de la pensée antidémocratique, dont Barrès est un grand représentant, ainsi que Nietzsche d'ailleurs. Aux aspirations confuses des adolescents, l'institution ne sait que répondre par des injonctions qui écrasent la spontanéité. L'éducation ainsi conçue s'apparente à un dressage. La lecture des grands auteurs, note Barrès, perd dans les cellules du lycée le sens qu'elle aurait hors de cet univers carcéral dont on peut dire qu'elle est la métonymie d'une citoyenneté française dont Barrès rejette les contours et les fondements. La citoyenneté définie à la française, c'est une prison qui homogénéise de force les individus, détruit les solidarités organiques et le lien social. Bouteiller, ironiquement qualifié de grand homme, laisse paraître l'un des objectifs dissimulés derrière le caractère prétendument désintéressé de son enseignement. Serviteur de l'État, il prépare ses élèves à une carrière utile à la République au lieu de les aider à se développer selon leur nature propre. Il en fait ce que Barrès appelle, sur le mode dépréciatif, des fonctionnaires du peuple. L'hypocrisie du personnage, jointe à son cynisme, renvoie au faux semblant du modèle républicain unitaire, la surimpression imposée d'en haut et de l'extérieur de normes qui étouffent l'expression des diversités. Bref, un modèle autoritaire qui brandit la liberté, une revendication d'égalité qui éradique les corps intermédiaires et les diversités, instaurant ainsi une concurrence effrénée entre des individus atomisés face à un État tout-puissant. Les lycéens lorrains, qui n'auront pas bénéficié du contrepoison administré par une éducation familiale féminine respectueuse des traditions, n'échapperont pas au désarroi, voire à la catastrophe. Je renvoie au roman. Leur éducation dans un entre-soi masculin idéologisé sera prolongée par l'université et le service militaire, école de débauche et d'ivrognerie, les vouant à rejoindre un prolétariat de bacheliers qui s'enorgueillit de ses performances académiques, mais ignore ce qu'est un gagne-pain et qui s'étonne que leur diplôme ne les dispense pas de cirer leurs bottes eux-mêmes. Quant à l'université, décrite par Barrès, elle n'offre, dans une atmosphère interlope faite de toutes les races et de tous les pays, qu'un enseignement professoral qui ignore les intérêts de la société civile et ne se soucie que de produire des savants, au mieux, alors qu'elle devrait former, dit Barrès, des hommes de France. Voici comment il évoque ce qu'il appelle la vie factice des écoles du quartier latin. L'immense troupeau consomme sa poésie à espérer qu'il sera fonctionnaire, cartonnant, cancanant et consommant ces demi-mâles, ou plutôt ces molles créatures que l'administration s'est préparées comme elle les aime, attendent au café dans un vil désœuvrement, rien que leur nomination. Alors, je conclus, j'ai mentionné les ambivalences de Barrès. Ambivalence envers la pensée allemande, hostilité à Kant, mais proximité idéologique avec la conception organiciste dite allemande de la nation, qu'il retourne précisément contre l'ennemi germaniste. Son idéal nationaliste, affiché à la droite extrême de l'échiquier politique, s'accompagne d'une dénonciation du système éducatif, de son hypocrisie, de son autoritarisme caché derrière les principes. Enfin, ce nationaliste, qui 2 ans après la publication des Déracinés composera son célèbre discours intitulé « De la terre et des morts », plaide pour une éducation des hommes de France où la sensibilité, la spontanéité, censément féminine, gardent toute leur place. Car même les femmes les pires, note-t-il, sont indispensables pour civiliser les mâles. Principe masculin exalté par le lycée, la raison et l'intelligence, dont il note que cette petite lueur à la surface de nous-mêmes, doivent s'effacer devant la certitude que nos pensées ne sont que des façons de réagir léguées par de très anciennes dispositions physiologiques et que nous repassons tous dans les pas de nos prédécesseurs.
Barrès n'est pas un féministe. Il ne défend pas l'égalité de droit et de traitement pour les filles. Mais son originalité, dans une république qui est politiquement émancipatrice, mais socialement conservatrice, hostile au suffrage féminin pour encore plusieurs décennies, a le mérite de déconstruire un certain nombre d'impostures qui s'abritent derrière le lycée, où se fabrique le citoyen républicain, modèle idéal, mais qui ne se décline qu'au masculin. Je vous remercie.